Chapitre 32. Comme chaque jour, Lupin s'appliquait à mener son enquête sans se faire remarquer, mais il devait bien reconnaître que son champ d'investigation était limité. Il n'avait pour l'instant rien découvert. Il commençait à douter que son choix d'engagement dans les armées de l'Élysée pour retrouver Tilsa eût été le bon. Il vidangeait une des commodités mobiles du 1er régiment, comme chaque jour, depuis son affectation une semaine plus tôt. Il s'agissait du bataillon en tête qui, de fait, rencontrait parfois des embûches et dont les latrines semblaient gagnées par l'angoisse. Il repartait avec sa brouette malodorante vers l'arrière lorsqu'il entendit des cris. Quelque chose se passait sur le front. Il se retourna et constata un remous parmi le millier de soldats présents devant lui sans en comprendre la cause. Il ne distinguait rien au-delà d'eux dans ce paysage presque entièrement plat dans lequel les armées progressaient sans difficulté. Il se dit alors que le danger était peut-être caché derrière la seule colline qui lui barrait la vue. Puis il vit. Ce qui créait cette agitation était la colline elle-même. Elle grossissait. « Comment une colline peut-elle être en mouvement ?» s'interrogea-t-il fasciné. Puis la colline se souleva encore, et de la terre s'en détacha. Une gigantesque créature était en train d'émerger du sol face au 1er régiment, composé d'1 millier d'hommes. Elle était 30 fois plus haute que les plus grands des guerriers qui l'entouraient. Lupin n'avait jamais rien vu de semblable. Un mouvement de panique de nombreux soldats suscita en lui un recul instinctif. Pendant ce temps, une autre moitié du régiment fit face. Au lieu de fuir, Lupin se figea pour observer la scène, dont il était distant de 300 mètres à peine. De loin, la créature était effrayante. Des soldats passèrent près de lui, escortant leur commandant. Ils lui crièrent de fuir le Behemoth. Il courait chercher des renforts et se mettre à l'abri. Un Behemoth ? C'était le nom de cet être de cauchemar, gros comme une colline, ressemblant à une tortue, encarapassonnée de roches et aux longues défenses d'ivoire. La créature rugit avec violence et se cabra. Malgré sa masse imposante, elle paraissait agile. Quelques centaines de soldats, très peu, restèrent pour faire face, tandis que la plupart se mirent à fuir. Le Behemoth balaya devant lui le sol de ses défenses courbes, fauchant 3 dizaines d'hommes qui furent catapultés de part et d'autre sans aucune chance de survivre aux chutes. Lupin fut pris d'une fascination morbide. Il était peu vraisemblable qu'ils en aient échappé. Jamais il n'avait été témoin de la mort d'autant de personnes d'un coup. « C'est donc ça la guerre ?» se demanda-t-il. En réalité, ce n'en était qu'un avant-goût. Peu de soldats, parmi ceux qui n'avaient pas été balayés par les défenses du Behemoth, gardèrent leur sang-froid. La plupart prirent de la distance avec la créature, se dispersant pour constituer des cibles moins dociles. Des trompettes sonnèrent. Lupin leva les yeux au ciel. 2 escouades d'une 20aine d'angelots arrivaient en renfort, les mêmes qui avaient tout dévasté dans la réserve. Ils piquèrent sur le Behemoth qui se recroquevilla sur lui-même. Son corps était une carapace en laquelle il s'abrita. En le heurtant, des explosions titanesques se déclenchèrent, imprimant sur la rétine de Lupin des taches de couleur persistantes. Puis, avec un décalage, les détonations l'atteignirent. Il se boucha immédiatement les oreilles en se rappelant les douleurs qu'il avait ressenties lors de la bataille qui s'était déroulée dans la réserve. Il en était trop loin cette fois-ci pour que le souffle de l'explosion le soulève, mais l'air chaud caressa son visage. Quelques hurrahs guerriers accueillirent la fin de cet assaut, mais ils s'interrompirent vite. Déjà, le Behemoth ressortait sa tête et ses membres de sa coquille. Il était parfaitement indemne. Seules les roches de sa carapace étaient noircies et détériorées. Le Behemoth rugit avec violence. Loin de le vaincre, les explosions l'avaient conduit à un état de furie. Ses mouvements étaient maintenant brutaux. Lupin se mit alors à courir, tandis que le Behemoth commençait à ruer sur les soldats en fuite. Beaucoup d'entre eux étaient déjà à son niveau lorsqu'il pensa enfin à se chercher un abri. Dans sa course folle, le Behemoth piétina un maximum des hommes qui étaient à sa portée. En quelques secondes, Lupin et le gros des soldats en déroute se trouvèrent à une 40aine de foulées de lui. La bête immense fonçait sur eux à une vitesse prodigieuse. Ils allaient tous se faire aplatir. Arrivé sur les plus proches fuyards, à une 20aine de foulées de Lupin, le Behemoth rua pour faire un mouvement diagonal de bas en haut et faucher avec ses défenses le plus possible de soldats. Instinctivement, Lupin mit sa main à sa ceinture et attrapa sa canne à pêche. Au moment où la bête tournait la tête, il propulsa sa canne vers l'avant de toute sa puissance. Il ne visa pas, se contentant d'observer l'œil de la bête, rendu folle par les explosions des angelots kamikazes. La canne à pêche de Lupin s'allongea démesurément en direction du Behemoth.
S'il avait pris le temps de réfléchir à ce qu'il faisait, jamais il n'aurait fait cela. C'était stupide, qu'espérait-il? Mais son instinct de survie avait annihilé ses facultés de raisonnement. Il était une bête, craintive et sauvage, acculée, faisant face à un prédateur surpuissant. Alors, quelque chose d'incroyable se produisit. D'autres soldats s'étaient arrêtés comme Lupin, l'épée au clair. Ils observèrent avec stupeur. Le Behemoth reçut la pointe de la canne à pêche dans son œil gauche, qui éclata dans une gerbe de sang noir au moment où l'arme finissait de lui transpercer le crâne, faisant jaillir un geyser de sang de son sommet. Le Behemoth ne bougea plus. Il était comme figé au point culminant de sa ruade. Ayant atteint son apogée, la canne de Lupin commença à rétrécir, obéissant à un mouvement de ses mains. Lorsqu'elle quitta la bête, celle-ci s'effondra sur elle-même, morte, sur le coup, produisant une bourrasque de poussière. Tous les regards suivirent la canne à pêche qui se rétractait jusqu'à son possesseur. Ils convergèrent sur Lupin. Choqué, ce dernier ne vit pas les centaines de visages ébahis, stupéfaits, admiratifs. Des hurrahs se mirent alors à fuser, d'abord sporadiques, puis innombrables, gutturaux, faisant sursauter Lupin. Avant qu'il n'ait compris quoi que ce soit, les soldats étaient sur lui. Lupin prit peur devant tout ce vacarme, mais ils l'attrapèrent et le hissèrent sur leurs épaules. Alors, il réalisa ce qu'il venait de faire, et que les centaines d'hommes qui venaient d'assister à cette scène lui offraient un triomphe. Une fierté gênée remplaça la peur en lui. Après l'ogre de la forêt, Lupin avait pêché son deuxième poisson, un titanesque Behemoth. Attends, on va laisser le truc se dissiper. Je suis désolé. Depuis ce matin, j'en lâche. Il n'y a rien qui sent. Et là, il y a le... T'as mangé des poireaux ou pas? Non, c'est le menu d'hier soir qui vient d'arriver. C'est 24 heures une digestion, vous savez. Et moi, les pommes de terre, j'ai du mal. Du coup, c'est quand le cassoulet? Mais le cassoulet, ça me fait pas le même effet. Vous tournez, j'espère. C'est beaucoup plus rapide. Ah merde. Attention, je mouche. Ok. C'est bon. Chapitre 32, première.